Élisabeth est une princesse qui vient d'être interpellée dans une salle de banquet par son fiancé, le prince Frié. Il dit qu'ils rompt leur fiançailles parce qu'il croit qu'Élisabeth a poussé sa chère Sylvie dans les escaliers, autrement dit, il veut croquer Sylvie. Élisabeth n'a aucune idée de ce dont il parle, puisqu'elle n'a absolument rien fait de tel, mais Frié est trop égocentrique pour se soucier de ce qu'elle a à dire. Donc, en plus d'annuler leur fiançailles, il la condamne également à la réclusion dans un cachot. Élisabeth était fiancée à Frié depuis de nombreuses années à ce stade, et elle s'investissait pleinement dans leur relation et faisait tout son possible pour s'améliorer afin de pouvoir le soutenir. Elle a même fini par assumer un tas de tâches qui étaient censées être le travail du prince, et elle ne s'est même pas posé de questions à l'époque. Sa femme de chambre l'avertissait constamment de ne pas se coucher trop tard le soir parce que c'est mauvais pour sa santé, mais Élisabeth disait qu'elle devait juste finir un dernier rapport parce que le prince était trop occupé par une réunion pour le faire lui-même. Cependant, cette réunion à laquelle elle faisait référence était plus une fête qu'une obligation, donc fondamentalement, le prince avait déchargé tout son travail sur Élisabeth pour pouvoir s'amuser. À ce stade, Élisabeth essayait encore de se convaincre que tout cela était parfaitement normal, alors elle a dit à sa femme de chambre qu'elle était satisfaite des choses telles qu'elles étaient, puisqu'elle faisait avancer les choses beaucoup plus rapidement quand le prince n'était pas là. Et elle ne le fait pas seulement pour Frié, mais plutôt pour le bien des sujets, parce qu'elle ne veut pas qu'ils aient à souffrir si des affaires comme celle-ci restent sans solution. En plus de gérer toutes les affaires politiques du prince à sa place, Élisabeth dirige également une entreprise connue sous le nom de Funel Corporation et s'en sort plutôt bien ces derniers temps. Élisabeth prévoit donc de l'agrandir pour pouvoir embaucher plus d'employés. La raison pour laquelle elle a créé cette entreprise en premier lieu était de pouvoir redonner à la communauté et l'utiliser pour des activités philanthropiques afin d'aider les pauvres. En raison de toutes ces bonnes actions, Élisabeth est devenue très populaire parmi les habitants de la ville, et ils disent tous qu'ils aimeraient la remercier personnellement pour toute son aide, mais Élisabeth a toujours été trop gênée pour recevoir des éloges directs, donc elle ne s'est jamais révélée comme étant celle derrière la Funel Corporation. Ainsi, personne ne la reconnaît quand elle passe, et elle était parfaitement satisfaite de cette situation car elle veut seulement rendre les gens heureux et se moque totalement de recevoir des éloges ou de la reconnaissance pour cela. Le lendemain, alors qu'Élisabeth était occupée avec une autre grosse pile de paperasse, le prince s'est enfin levé et est venu dans son bureau pour lui dire que le groupe Gecko, ceux qui l'avaient invité à cette fête l'autre jour, demande l'accès au trésor royal pour développer leur entreprise. Donc il veut qu'elle rédige les documents appropriés pour cela. Cependant, Élisabeth lui dit immédiatement qu'elle n'approuvera pas une telle demande. Elle s'était renseignée sur la société Gecko et avait découvert qu'ils ont récemment détourné beaucoup de bénéfices de leurs livres comptables, donc si on leur donnait accès au trésor royal, ils ne manqueraient pas d'y détourner des fonds également. Le prince s'énerve quand elle dit cela parce qu'il essaie d'impressionner ses nouveaux amis, et si Élisabeth rejette leur proposition, cela va ruiner sa crédibilité auprès d'eux. Il dit à Élisabeth de faire ce qu'il dit parce qu'elle n'est que sa fiancée, mais Élisabeth ne cède pas parce qu'elle sait que les règles sont de son côté, et accepter une telle demande nuirait à la réputation de la famille royale dans son ensemble, donc il n'y a rien que Frié puisse dire pour la faire changer d'avis. Le prince part alors en trombe, furieux, et une fois qu'il est parti, Élisabeth attire l'attention du chevalier de Frié et lui demande de bien vouloir surveiller le prince pour qu'il ne se fasse pas avoir par des individus mal intentionnés. Robert comprend ce qu'elle essaie de dire, et il dit que le prince était probablement juste trop fatigué du voyage de retour pour bien réfléchir aux choses. Élisabeth espérait bien que c'était le cas, car une idée comme donner à un groupe d'officiels corrompus un accès direct au trésor royal aurait facilement pu causer le déclin du royaume, et Élisabeth veut empêcher quelque chose comme ça à tout prix, car quand un royaume décline, ce sont les gens ordinaires qui souffrent le plus. Un peu plus tard, Élisabeth se prépare à sortir parce que, maintenant qu'elle a fini le travail d'aujourd'hui, elle a enfin du temps pour une pause bien méritée, alors elle demande à Michel de préparer sa calèche car elle veut profiter de chaque minute. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, son père entre soudainement dans le bureau à sa recherche. Il est là pour informer Élisabeth qu'une réunion d'urgence a été convoquée concernant une récente activité de monstre, et que le roi devra y assister, donc en tant que bras droit du roi, le père d'Élisabeth devra également y aller. Élisabeth demande à quand est prévue cette réunion, et il lui dit que c'est la semaine prochaine, mais c'est une très mauvaise nouvelle, puisque la semaine prochaine devait avoir lieu le gala anniversaire du royaume. Elle dit qu'ils vont maintenant devoir annuler la fête, mais son père lui dit qu'ils ne le peuvent pas, car les invités venant de contrées lointaines doivent déjà être en route à l'heure qu'il est. Ainsi, il dit que la fête aura lieu comme prévu, et Élisabeth ne voit pas comment cela va être possible avec le roi et le chancelier absents, mais il explique que le roi a personnellement confié tout ce qui concerne la fête entre les mains d'Élisabeth. Elle est choquée en entendant cela et essaie d'abord de refuser, mais son père lui dit que le roi croit fermement que tout se passera bien si elle est en charge, et qu'il n'a personne en qui il a autant confiance qu'elle, donc son père lui demande d'assumer cette tâche, et quand il le dit ainsi, Élisabeth n'a pas vraiment le choix. Elle est un peu contrariée de ne pas avoir eu l'occasion de profiter de son jour de congé,
mais il n'y a pas de temps à perdre à s'inquiéter de cela car elle a beaucoup de travail devant elle si elle veut s'assurer que la fête anniversaire soit un succès. Alors qu'elle est en train de réfléchir à quoi faire, Michel regarde par la fenêtre et remarque que le prince flirte ouvertement avec Sylvia. Elle était consternée par la façon dont Frié trompait ouvertement Elisabeth, mais Elisabeth s'en fichait vraiment, car il est assez courant pour un prince d'avoir plus d'une compagne, et elle n'a vraiment rien contre Sylvia. Son seul reproche est le fait que Sylvia n'a été adoptée que récemment dans une famille stérile et n'a pas encore appris l'étiquette appropriée pour interagir avec les royaux, mais elle ne pense pas que cela posera de problème. Elisabeth invite plus tard Sylvia à prendre le thé avec elle dans sa chambre, et là, elle avertit poliment Sylvia que si elle veut poursuivre une relation avec le prince, elle doit être consciente que son comportement peut affecter non seulement elle-même, mais aussi la réputation du prince et celle du royaume dans son ensemble. Elisabeth souligne ensuite la blessure que Sylvia a actuellement à la jambe, et la raison pour laquelle elle en parle est qu'elle a appris que Sylvia s'était fait cette blessure lors d'une sortie avec un certain noble qui n'est pas le prince. Maintenant, Elisabeth est une femme civile, donc elle ne va pas traiter Sylvia de coureuse de jupons à deux visages qu'elle est. Après tout, le prince lui fait pratiquement la même chose, donc elle se moque de leur relation compliquée, mais elle se soucie de l'image du royaume, donc elle dit à Sylvia de s'abstenir de tromper le prince à partir de maintenant. Sylvia baisse la tête et s'excuse, mais en quittant la chambre d'Elisabeth, elle a l'air visiblement furieuse qu'Elisabeth l'ait démasquée. À ce moment-là, le prince passait justement par là, donc Sylvia a eu une idée pour se venger d'Elisabeth et a décidé de jouer la victime devant le prince. Elle a fait couler les larmes et a fait semblant de tomber devant lui, et quand il lui a demandé ce qui s'était passé, elle a montré la blessure à sa cheville et a dit au prince qu'Elisabeth était celle qui lui avait fait ça, ce qui nous ramène au présent. Elisabeth essaie d'expliquer qu'elle n'a aucune idée de ce dont le prince parle, et cela mis à part, elle lui dit qu'il ne devrait pas faire une telle scène alors qu'ils ont des invités de divers royaumes présents aujourd'hui, mais le prince s'en moque complètement et ordonne qu'Elisabeth soit envoyée au cachot pour avoir tenté de tuer sa bien-aimée. Elisabeth ne comprend toujours pas ce qui se passe, et aucun des gardes non plus, mais comme Robert est le chevalier personnel du prince, il n'hésite pas à maîtriser Elisabeth. Alors qu'Elisabeth est forcée au sol, elle aperçoit le sourire sournois de Sylvia, et elle comprend immédiatement que Sylvia l'a délibérément piégée pour cela. À peu près tout le monde sait que ce qui se passe ici est complètement absurde, mais avec le roi et son père absents pour le moment, le prince a actuellement la plus haute autorité royale dans le château, donc aucun des gardes ne peut se permettre de s'opposer à ses ordres pour l'instant. Ainsi, Elisabeth accepte simplement d'aller au cachot en attendant. Plus tard, la nouvelle parvient au roi, et le père d'Elisabeth apprend ce qui s'est passé au royaume pendant leur absence, et le roi est absolument stupéfait de la sottise de son fils, car il n'aurait jamais imaginé qu'il jetterait Elisabeth, la femme la plus compétente du royaume, en prison pour rien. Il veut rentrer immédiatement pour libérer Elisabeth et réprimander son fils pour cela, mais c'est là que nous découvrons que le père d'Elisabeth se moque totalement d'elle, parce qu'il vient d'apprendre qu'elle a été emprisonnée injustement, et la première chose qu'il a faite a été de convaincre le roi qu'il n'était pas nécessaire de rentrer parce qu'il ne voulait pas perdre de temps avec Elisabeth. Donc il la laisse essentiellement se débrouiller toute seule, et le roi suit son avis parce qu'il suppose que son père saurait ce qui est le mieux pour sa fille. De retour au royaume, un mois s'écoule avec Elisabeth en prison, et elle avait d'abord espéré qu'elle pourrait enfin prendre une pause de toutes ses responsabilités pour une fois, mais même si le prince l'a enfermée, il a quand même réussi à lui imposer tout son travail administratif. Un peu plus tard, Michel descend pour voir Elisabeth en se cachant avec de la magie. Et pour s'assurer que personne ne soupçonne rien, Elisabeth utilise la magie d'hypnose pour assommer le garde. Elle demande alors à Michel ce qui se passe, car elle est sûre que la nouvelle a dû parvenir à son père et au roi, et elle s'attendait à ce qu'il revienne pour arranger tout cela, mais Michel informe Elisabeth que son père a en fait voté pour la laisser se débrouiller seule, et entendre cela touche une corde sensible chez Elisabeth parce que son père la laisse toujours gérer le sale boulot qu'il ne veut pas faire. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, car Michel mentionne également que le prince s'en est pris à son entreprise aussi. Il prétend que la Funel Corporation était dirigée par une traîtresse, et il veut maintenant remplacer tous les cadres choisis par Elisabeth par ses propres hommes de main. Elisabeth pense que c'est vraiment mauvais, car cet idiot va détruire l'entreprise et mettre le royaume dans une mauvaise position, mais Michel ne comprend pas pourquoi Elisabeth pense encore à ce qui est le mieux pour le royaume qui ne l'utilise que comme un outil pratique, même après tout ce qui lui est arrivé. Elisabeth convient qu'il est exaspérant de penser à ce que le prince et Sylvia lui ont fait, ou au fait que son propre père a refusé de venir l'aider, mais elle dit que tout cela n'est pas la faute du peuple, donc elle ne veut pas les laisser souffrir. Cependant, Michel a encore une chose à signaler et informe Elisabeth que le prince et son cercle proche ont répandu des rumeurs infondées, l'accusant d'avoir tenté d'assassiner Sylvia et de prendre le contrôle du pays, et même s'il n'a présenté aucune preuve de cela, les gens ont tous commencé à croire et à calomnier son nom, malgré tout le bien qu'elle a fait pour eux. Et ce fut la goutte d'eau pour Elisabeth, alors pour la première fois, elle dit « merde » et décide qu'elle ne va pas se casser le dos pour ce royaume une seconde de plus.
Elle donne alors un coup de poing dans le mur pour évacuer sa frustration, et elle remercie Michel d'avoir ouvert ses yeux car elle comprend maintenant à quel point elle a été stupide. Elle aurait pu s'échapper d'ici à tout moment avec la puissance de ses sorts, donc elle dit à Michel qu'elles vont enfin quitter ce misérable royaume. Tous les êtres de ce monde ont du mana, et quelques élus sont capables de contrôler ce mana pour invoquer ce qu'on appelle des artefacts divins. Les artefacts divins peuvent être n'importe quoi, y compris des épées et des lances, mais dans le cas d'Elisabeth, son artefact divin se manifeste sous la forme de cette grimoire, et l'un de ces grimoires lui permet d'enregistrer et de manifester n'importe quel type de magie. Au moment de partir, elle crée un clone de glace d'elle-même pour que les gens ne le découvrent pas immédiatement. Après cela, elle se rend au domaine du vicomte Lucas de l'Empire voisin. Lucas se souvient de ce qui s'est passé à cette fête, et il est encore sincèrement choqué que le prince ait pu faire quelque chose d'aussi stupide, car même un imbécile complet devrait être capable de voir qu'Élisabeth était derrière la plupart des succès du royaume ces dernières années. Il aimerait vraiment avoir quelqu'un d'aussi compétent qu'elle à ses côtés, et à sa grande surprise, alors qu'il pense à cela, Élisabeth lui rend soudainement visite. Il est choqué de la voir ici et lui demande ce qu'elle fait, alors Élisabeth explique qu'elle en a assez d'être utilisée par le royaume et qu'elle aimerait demander l'asile dans l'Empire. Lucas sait reconnaître une opportunité en or quand il en voit une, alors il accepte de la laisser rester dans l'Empire, mais il lui demande ce qu'elle compte faire pendant qu'elle est ici, et Élisabeth explique qu'elle va se venger en détruisant tout ce qu'elle a aidé à construire pour le royaume. Pour être clair, elle explique qu'elle n'a aucune intention de s'opposer directement au royaume et de déclencher une guerre, elle se range simplement du côté de l'Empire parce qu'il est le mieux placé pour s'opposer au royaume, et bien qu'elle n'ait pas d'attachement particulier envers eux, elle l'assure que l'Empire bénéficiera de la chute du royaume. Avec tout ce qui venait de se passer, Lucas décide de quitter le royaume immédiatement. Car, bien qu'Élisabeth ait été maltraitée, elle restait extrêmement importante pour leurs opérations, et le palais sera en émoi lorsqu'ils découvriront qu'elle a disparu. Le plan pour l'instant est que Lucas emmène Élisabeth dans son domaine à la frontière du royaume, et il dit qu'il va devoir la garder sous surveillance pour le moment puisqu'elle est toujours techniquement une résidente du royaume, ce qu'Élisabeth trouve tout à fait juste. Lorsqu'ils arrivent enfin dans le domaine de Lucas, Élisabeth remarque que les gens ici semblent vraiment apprécier Lucas, ce qui est un bon signe car cela signifie qu'il se soucie sincèrement de son peuple, et Lucas est fier de dire qu'il pense faire du bon travail en gouvernant ces terres. Ils finissent par arriver au manoir de Lucas, et là, Élisabeth lui dit qu'elle aimerait faire une requête. Elle demande à Lucas de lui donner la permission d'ouvrir un commerce dans son domaine puisqu'elle a besoin d'un moyen de gagner de l'argent ici, et Lucas n'est pas opposé à l'idée, mais ensuite Élisabeth lui demande un prêt de 100 pièces d'or pour l'aider à lancer son affaire puisque tout son argent a été saisi au royaume et qu'elle est actuellement complètement fauchée. Lucas hésite un peu car 100 pièces d'or, c'est beaucoup d'argent, mais Élisabeth l'assure qu'elle a l'intention de tout rembourser, et comme preuve de sa sincérité, elle sort même un contrat magique, un document qui oblige les utilisateurs à respecter ses termes, qu'ils le veuillent ou non. Il stipule essentiellement que dans un an, Élisabeth remboursera à Lucas le double de son investissement, et si elle échoue, elle se laissera vendre comme esclave pour couvrir les frais. Lucas pense qu'Ellie a dû devenir folle car il ne comprend pas pourquoi elle proposerait des conditions aussi désastreuses pour elle-même, mais elle dit que cela ne la dérange pas car elle sait pertinemment qu'elle pourra rembourser le prêt. Comme elle est si insistante, Lucas accepte de lui prêter l'argent, et la première chose qu'Ellie fait est d'acheter un vieux bâtiment délabré pour une pièce d'or. Elle dit que ce sera leur base d'opération à partir de maintenant, mais Marielle est un peu confuse quant à la raison pour laquelle elle achèterait un endroit comme celui-ci puisqu'il est pratiquement tombé en ruine. Ellie admet qu'il va probablement falloir beaucoup de travail pour remettre cet endroit en état, mais c'est le meilleur qu'elle ait pu trouver pour une pièce d'or, et elles doivent conserver autant de capital que possible. Quelques jours plus tard, Ellie et Marie ont toutes les deux fini de rénover le bâtiment, et Marie demande si Ellie prévoit de faire des cosmétiques le cœur de l'activité, comme elle le faisait avec son entreprise dans le royaume, et Ellie dit qu'elle prévoit de le faire éventuellement, mais pour l'instant, elles n'ont ni le capital ni la main-d'œuvre nécessaire pour fabriquer des produits qu'elles pourraient vendre à grande échelle aux nobles, c'est pourquoi le premier article qu'elle prévoit de mettre en vente est cette savonnette. Marielle regarde la savonnette et peut voir d'un coup d'œil qu'elle est de meilleure qualité que le savon qu'Ellie vendait dans le royaume, mais les marges bénéficiaires sont minces, donc elles ne pourront pas gagner beaucoup d'argent avec. Cependant, Ellie dit que gagner de l'argent avec le savon n'est pas son plan, le savon n'est qu'un tremplin pour lui permettre d'établir sa marque, donc elle est prête à essuyer une perte pour l'instant. Cependant, si elle veut s'imposer, elle va devoir se créer au moins quelques relations, et elle sait parfaitement par où commencer. Tout d'abord, elle se rend à l'église de Libru, et sur place, elle croise le grand prêtre. Elle explique qu'elle vient d'ouvrir une nouvelle entreprise, donc elle souhaite prier pour sa réussite ici, et le prêtre lui dit qu'elle est la bienvenue. Mais juste à ce moment-là, deux enfants entrent en courant joyeusement, ils sont venus dire au prêtre qu'ils ont gagné un peu plus d'argent aujourd'hui, et le prêtre les remercie pour leur dur travail, mais il dit qu'il est actuellement occupé à parler à quelqu'un, donc ils devront revenir plus tard. Les enfants comprennent et repartent en courant pour jouer un peu,
et une fois qu'ils sont partis, le prêtre explique à Ellie qu'il gère l'orphelinat d'à côté et que c'était quelques-uns des enfants dont il s'occupe. Ellie dit que le prêtre doit faire du très bon travail car ses enfants semblent vraiment bien pris en charge, et le prêtre dit qu'il fait de son mieux, mais il admet que c'est un peu difficile pour lui car gérer un orphelinat est plutôt coûteux, et bien qu'il ait voulu tenir les enfants à l'écart de cela, ils ont découvert qu'il avait des difficultés financières et se sont portés volontaires pour arracher les mauvaises herbes autour de la ville afin de gagner un peu d'argent pour soutenir l'orphelinat. Il a l'impression d'avoir échoué envers les enfants car des enfants de leur âge ne devraient pas avoir à travailler, mais Ellie l'assure que les enfants apprécient ce qu'il a fait pour eux. En fait, elle dit qu'elle aimerait faire un petit don à l'orphelinat, mais quand elle tend 5 pièces d'or au prêtre, il lui dit qu'il ne peut pas accepter une telle somme. Ellie insiste sur le fait que ce n'est pas un problème pour elle car elle le voit comme un investissement, après tout, ses enfants deviendront un jour ses futurs clients, il est donc dans son intérêt de s'assurer qu'ils sont bien pris en charge maintenant. Après cela, Ellie rentre chez elle, et quand elle arrive, elle retrouve Marielle, qui a passé toute la journée à distribuer une partie de leur savon aux femmes de chambre des nobles afin de se constituer une clientèle, et comme prévu, en 3 mois, leurs ventes ont commencé à croître régulièrement, et elles ont pu se diversifier dans d'autres produits cosmétiques comme des lotions et des shampoings, donc elles ont gagné une somme d'argent décente. Ellie a également pris l'habitude de donner de l'argent à l'orphelinat de temps en temps, donc elle demande à Marielle de livrer le don de ce mois-ci pour elle, et une fois cela fait, elle et Marielle partent déjeuner ensemble. Ellie est contente que leur entreprise se soit développée récemment, mais elle est sûre que leurs concurrents ne sont pas très heureux de cela, donc elle demande à Marielle si la compagnie Gaz a déjà entrepris des actions contre elle. Elle dit qu'ils sont restés plutôt silencieux pour l'instant, donc Ellie lui demande de continuer à les surveiller, et elle rappelle également à Marielle d'être particulièrement prudente pour ne pas laisser fuir la formule du savon car, tant qu'elles ne se seront pas solidement établies, ce savon est leur bouée de sauvetage. Elle mentionne également, à propos, que la formule secrète du savon est cachée dans leur coffre-fort dans la boutique, le tout à portée d'oreille de ce type qui travaille justement pour la compagnie Gaz. Pendant ce temps, à la compagnie Gaz est absolument furieux que la société commerciale qu'Ellie a lancée lui vole de plus en plus de clients chaque jour qui passe. Son assistant tente de le rassurer en lui disant que ce n'est pas grave car la société commerciale n'est encore qu'une petite entreprise et qu'elle n'a pas une clientèle très large, mais Gaz sait que la société commerciale doit délibérément limiter sa production pour pouvoir sélectionner ses clients, et par ce moyen, ils ont systématiquement volé tous les bons clients de Gaz, ne lui laissant que les clients difficiles qui ne cessent de se plaindre. Si cela continue, Gaz va perdre encore plus d'argent à cause d'eux dans les années à venir, mais comme ils ont construit leur clientèle avec des nobles influents, il ne peut pas risquer de s'attaquer directement à eux sans s'aliéner les nobles qui achètent chez eux. Juste à ce moment, on frappe à la porte et Grand, celui qui était au restaurant, entre. Gaz n'aime pas Grand et lui dit de sortir d'ici car il suppose que Grand est venu mendier de l'argent. Grand est un paquet de nerfs à cause des cris constants de Gaz, mais il rassemble son courage pour lui dire qu'il a en fait des informations sur la société commerciale. Gaz se fige en entendant cela, et pour une fois, il décide de prendre Grand au sérieux et lui demande quelles sont ses informations. Grand explique qu'il était au restaurant en train de manger et qu'il se trouvait assis près de 2 filles de la société commerciale qui parlaient du fait que la formule secrète était cachée dans le coffre-fort de la société. Après avoir appris cela, Gaz réalise que s'il pouvait mettre la main sur cette formule secrète, il pourrait peut-être fabriquer le même savon que Trade, ou même meilleur. Profiter de leur nom déjà établi pour fabriquer des versions contrefaites et faire fortune. Il lance alors un sac de pièces à Grand comme récompense et lui dit de dégager de sa vue et de ne pas souffler mot de cette conversation à quiconque. Pendant ce temps, du côté d'Ellie, Marielle vient d'apprendre que dans le royaume, elle a été qualifiée de traîtresse et qu'une prime a été mise sur sa tête, et pour aggraver les choses, c'est son propre père qui a pris l'initiative de porter plainte contre elle alors qu'il savait parfaitement que tout ce dont le prince l'accusait était complètement faux. Le fait que son propre père soit prêt à la vendre aussi facilement juste pour couvrir l'incompétence du prince fait mal, mais elle ne peut pas se laisser distraire par ses actions, surtout lorsqu'elles sont en plein milieu de leur plan de vengeance contre le royaume. Quelques instants plus tard, on frappe à la porte, et quand Marielle ouvre, elle se retrouve face à une femme nommée Hildegard, qui dit qu'elle est ici au nom du service juridique de la guilde marchande pour enquêter sur une affaire troublante. Ellie reste calme et demande à Hildegard ce qu'elle lui veut, alors Hildegard explique qu'il y a eu des rapports faisant état de savon d'Ellie causant de graves éruptions cutanées et des plaies chez les clients, elle souhaiterait donc placer Ellie en garde à vue pour pouvoir aller au fond des choses. Marielle pense que ces accusations sont bidons car il est impossible que leur savon provoque une telle réaction, mais Ellie dit qu'il est inutile de discuter et accepte d'accompagner Hildegard pour être interrogée car elle sait qu'elle n'a rien à cacher. Un peu plus tard, Ellie est assise dans la salle d'interrogatoire avec Hildegard, et après avoir examiné tous les ingrédients du savon d'Ellie, rien dans la formule ne semble pouvoir causer de mal aux clients. En fait, comme Ellie ne vend qu'à une poignée de nobles sélectionnés, elle sait pertinemment qu'aucun de ses clients ne s'est plaint de plaies, donc elle suggère qu'il doit s'agir du travail d'une marque contrefaite. Hildegard reconnaît qu'il semble qu'Ellie n'ait rien à voir avec l'incident,
et Ellie demande si elle pourrait jeter un œil au savon de marque contrefaite qui a causé les plaies. Hildegard le lui tend, et après avoir inspecté le savon, Ellie confirme qu'il s'agit bien d'un produit contrefait et elle soupçonne qu'il a été fabriqué à partir d'une partie volée de leur recette. Hildegard demande ce qu'elle entend par là, alors Ellie explique qu'elle garde sa recette dans le coffre-fort de sa société, mais que suivre cette seule recette produirait un produit toxique, il doit donc être neutralisé à l'aide de la formule de la seconde recette, qu'Ellie garde toujours sur elle. Elle soupçonne également que celui qui a fabriqué ce savon doit se faire passer pour un membre de la société commerciale afin d'utiliser leur marque pour attirer les clients, et après avoir entendu tout cela, Hildegard est convaincue qu'Ellie est innocente dans toute cette affaire et qu'elle est en fait victime d'un vol de marque. Elle décide alors de lancer une enquête pour retrouver le vendeur de ce savon, et il ne lui faut pas longtemps pour remonter la piste jusqu'à Gaz. Lorsqu'il voit le service juridique de la guilde débarquer, il réalise que c'est fini pour lui, mais même après avoir été amené pour interrogatoire et confronté à Ellie, qui exige une compensation pour les dommages que Gaz a causés à sa marque avec son savon contrefait, il reste suffisant et lui dit qu'il ne paiera pas un centime de compensation car les agents d'exécution de la guilde n'ont pas l'autorité de le forcer à payer une telle chose. Si elle veut vraiment réclamer une compensation, sa meilleure chance serait d'obtenir qu'un prêtre de l'église de Libru agisse comme juge, mais il n'y a aucune chance qu'elle puisse convaincre l'un d'eux de se déranger pour régler une affaire aussi insignifiante. Cependant, malheureusement pour Gaz, Ellie se trouve justement être une bonne amie de l'un de ses prêtres, et dès qu'il a appris ce qui s'était passé, il est immédiatement venu pour aider et statuer en faveur d'Ellie, exigeant que Gaz paie une compensation pour ses péchés. En conséquence, Gaz est contraint de céder les droits de gestion, l'équipement et les actifs de sa société, ce qui est, par coïncidence, exactement ce dont Ellie a besoin pour étendre ses propres opérations. Ellie dit à Gazu qu'en guise de paiement, elle prendra tous les droits commerciaux, les droits de gestion et les biens personnels de Gazu Commercial, ainsi que tous les outils, matériaux et ouvriers de l'entreprise. Gazu s'assoit, se sentant vaincu. Artie entre dans la pièce et dit à Ellie qu'elle est désolée pour tous les problèmes qu'ils ont causés, mais Ellie lui dit que ce n'était pas de sa faute, c'était plutôt la guilde des marchands qui était en faute, et elle n'a aucune raison d'avoir honte. Artie dit à Ellie qu'elle veut parler d'une autre chose, elle dit qu'il y a un homme qui a trompé Gazu pour qu'il vole la formule du savon, et son nom est Grance Carlton. Il était le comptable de Gazu Commercial, mais Artie n'avait pas assez de preuves pour le confronter à ce sujet. Ellie comprend et lui dit que maintenant que Traté a repris Gazu Commercial, Grance est désormais l'un de ses propres ouvriers. Ellie demande à Artie de la laisser gérer cette affaire elle-même. Ellie demande à Muriel s'il vient, et elle dit qu'elle l'a déjà fait appeler. Grance entre dans la pièce et dit qu'il est désolé, mais Ellie lui dit de passer les politesses puisqu'il sait déjà ce qu'elle va dire, et Grance est d'accord. Ellie tend un sac à Grance et lui dit qu'il a fait du bon travail, et que c'est sa récompense. Grance pense que ce qu'elle lui a donné est trop, mais Ellie lui dit qu'elle va aussi le mettre dans l'équipe de direction chez Traté, elle dira à la guilde que, puisqu'il est tellement désolé, elle laissera tomber l'affaire. Grance se sent reconnaissant et remercie Ellie d'avoir laissé tomber. Grance est l'une des personnes à qui elle avait dit à Muriel de faire appel, elle avait déjà appris de leur recherche que Gazu était mêlé à des affaires louches, et pour rendre ses crimes clairs aux yeux de tous, ils avaient besoin de quelqu'un pour le pousser à voler la formule du savon. Grance rappelle à Ellie l'accord qu'ils ont conclu avant tout cela. Ellie suit Grance chez lui, et Grance voit sa femme prier. Sa femme lui demande où il était et lui dit que leur fille souffre beaucoup. Ellie se présente à la femme de Grance et lui dit qu'elle a entendu ce qui est arrivé à sa fille, elle explique que Grance travaillait pour elle pour le bien de sa fille, et qu'elle devrait lui pardonner. Grance dit à Ellie que sa fille a été renversée par une calèche, ils ont réussi à réunir assez d'argent pour des potions de soins, mais on leur a dit qu'elle n'irait pas mieux. Ellie lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle peut guérir sa fille avec de la magie de guérison, mais Grance est confus et demande ce que c'est. Elle ment et lui dit que c'est un objet magique qui booste le pouvoir magique, elle a dû mentir car elle ne pouvait pas lui révéler l'existence de son artefact divin. Le pouvoir du grimoire de Bélial est d'enregistrer la magie, et il a enregistré une puissante magie de guérison de l'archevêque du royaume, donc avec lui, même elle peut utiliser de puissants sorts de guérison. Ellie lance le sort soin, et une lumière verte enveloppe la fille de Grance, qui commence à se réveiller. Grance et sa femme ressentent une profonde gratitude envers Ellie et ne savent pas comment la rembourser, mais Ellie lui dit qu'elle n'a fait que ce qu'elle avait promis dans leur accord, donc il ne devrait pas s'en faire, elle lui demande de garder ce qui s'est passé secret car elle ne peut utiliser cette magie qu'en de rares occasions. Voilà pour Gazu et les derniers détails à régler. Ils ont déjà établi une route de livraison avec une grande entreprise et gagné de nombreux clients fidèles. Lucas est étonné de voir comment Ellie a transformé 100 pièces d'or en autant d'argent, mais Ellie lui dit qu'elle avait déjà dit qu'elle lui rapporterait d'énormes profits. Lucas dit à Ellie qu'elle est libre de gérer son affaire n'importe où dans la capitale ou à travers l'Empire, il a entendu dire qu'elle est recherchée dans le royaume, mais il n'a aucune raison de penser que le royaume l'a envoyée dans le cadre d'un plan, et Ellie est reconnaissante de sa compréhension. Ellie dit à Muriel que Lucas leur a accordé des droits de voyage gratuits, donc il devrait en faire bon usage.
Elle donne à Muriel les cadeaux pour le temple et lui dit que cela aidera d'avoir l'église de Libra de leur côté, et qu'ils continueront à les protéger tant qu'elle restera innocente. Lunoa demande la permission et entre dans le bureau d'Ellie pour lui dire qu'elle a apporté les papiers de la capitale. Ellie la remercie et lui dit qu'elle a vraiment grandi pendant son entraînement, mais Lunoa dit qu'elle n'est pas encore assez bonne, cependant, parce qu'Ellie lui a sauvé la vie, elle travaillera aussi dur qu'elle le pourra. Ellie lui dit que c'est une bonne attitude à avoir, et Lunoa quitte la pièce. Lunoa s'est améliorée depuis qu'elle a été renversée par une calèche, et il s'avère qu'elle a une compétence magique spéciale appelée analyse d'objets, qui est très utile pour des marchands comme eux. Ellie a décidé de garder Lunoa comme étudiante et de lui enseigner la magie. Maintenant qu'ils entrent sur le marché de la capitale, ils auront aussi besoin de leurs anciens membres. Ellie utilise son artefact divin appelé le grimoire de Belgar, l'un des 7 grimoires, qui enregistre les accords, en concluant un pacte et en payant un prix à des êtres d'autres royaumes, tels que les fées et les enfers, elle peut emprunter leur pouvoir. Ellie prononce un sort et offre une pièce d'argent, et des oiseaux blancs apparaissent, Ellie leur dit qu'elle compte sur eux. Ellie dit à Muriel qu'ils sont compétents dans leur travail, et elle est sûre qu'ils se rassembleront rapidement. Une fois prêt, le groupe se dirigera vers la capitale. Au cours des 6 mois suivants, Traité Commercial a racheté de nombreuses entreprises et a beaucoup grandi. Ellie décide de s'étendre dans la capitale, et elle laisse Grance responsable en tant que directeur adjoint pendant son absence, elle est sûre qu'il est plus que capable d'assumer son rôle, et elle compte sur lui. Elle dit aussi à Stua d'aider Grance en tant qu'assistant, et Stua accepte. La saison sociale des nobles approche, et Lunoa ne peut pas encore participer aux événements, mais la capitale est le cœur de la nation, donc Ellie dit à Lunoa d'étudier dur. Lunoa remarque que la route est devenue chaoteuse, et Ellie dit à Muriel de faire attention. Lunoa demande à Ellie pourquoi elle devrait faire attention, puis une flèche est tirée vers Lunoa, Ellie l'écarte du chemin. Ellie explique que les tronçons de route comme celui-ci ne sont pas souvent patrouillés par l'armée locale, donc on y rencontre souvent des bandits. Ellie dit à Muriel de s'occuper de Lunoa, et elle s'avance pour faire face aux bandits. Un bandit est choqué et demande si elle a vraiment l'intention de les affronter tous seuls, et Ellie dit oui. Ellie utilise la magie de glace pour frapper le premier homme, et les bandits sont choqués qu'elle ait lancé un sort sans prononcer un mot, et ils pensent qu'elle doit être une puissante mage. Ils se disent de l'encercler et de l'empêcher d'utiliser la magie, et elle leur dit qu'elle n'a même pas besoin d'utiliser la magie. Le bandit est stupéfait alors qu'elle abat 3 de ses amis d'un seul coup, et il implore grâce, il lui dit qu'il n'était qu'un fermier qui ne pouvait pas gagner sa vie après avoir payé ses impôts, alors il est devenu bandit. Ellie lui dit que ses raisons ne l'intéressent pas et le abat, car quelle que soit sa raison, il reste un bandit, et en tant que marchande, elle ne montre aucune pitié envers les bandits. Lunoa demande à Ellie si elle l'a tué, et Ellie lui dit que les bandits ne sont pas différents des gobelins ou des orques, ils prennent de force l'argent que les marchands ont gagné durement, et parfois ils leur prennent même la vie, si tu fais preuve de pitié, ils attaqueront quelqu'un d'autre à la place, c'est pourquoi la règle est de tuer les bandits sur le champ, et elle devrait s'en souvenir. Muriel dit à Ellie qu'il y a quelqu'un qui demande un trajet plus loin et demande ce qu'elle doit faire, Ellie lui dit de s'arrêter, car elle ne pense pas pouvoir laisser une femme d'église derrière. Tida dit à Ellie qu'elle l'a sauvée d'une longue marche, la perspective de marcher jusqu'à la capitale l'avait découragée. Ellie lui dit qu'elle a de la chance puisqu'elle se dirige aussi vers la capitale, et Tida la remercie. Tida lui dit que le Seigneur a dû les réunir, et elle se présente comme une non-itinérante, ce sont des femmes d'église qui voyagent à travers le pays dans le cadre de leur formation, visitant les petits villages pour offrir des soins gratuits. Les nonnes itinérantes sont très respectées, surtout dans les villages reculés qui n'ont ni médecin ni guérisseur. Lunoa demande si elle soigne vraiment les gens gratuitement, et elle trouve cela admirable. Ellie dit à Tida qu'elle fait un travail important, et Tida dit que ce n'est qu'une partie de sa formation. Ellie présente tout le monde à Tida, et Tida espère qu'ils apprécieront tous le voyage vers la capitale ensemble. Lunoa demande à Ellie comment elle savait que les bandits allaient apparaître, et Ellie explique que c'était parce que la route était devenue si chaoteuse, entretenir les routes est une partie importante d'une bonne gouvernance. Lucas est un bon seigneur, et il fait beaucoup d'efforts pour maintenir les routes en bon état, tandis que le seigneur de cette région est probablement un imbécile. Si tu entretiens les routes, le flux de marchandises s'améliore, ce qui aide l'économie à croître, les marchands et les aventuriers se rassemblent dans les zones qui prospèrent, ce qui te permet de collecter plus d'impôts, donc la terre s'enrichit, c'est pourquoi les seigneurs font tant d'efforts pour entretenir et garder les routes. Ellie demande à Lunoa ce qui se passerait si les routes tombaient en ruine, et Lunoa répond que le flux de marchandises ralentirait jusqu'à s'arrêter, et que les fermes dans les zones reculées ne recevraient pas les fournitures nécessaires. Ellie demande ce qui se passerait d'autre, et Tida se réveille et lui dit de voir les choses de l'autre côté, si les routes sont en mauvais état, la nourriture et les médicaments produits dans les endroits reculés coûtent beaucoup plus cher à acheminer vers la ville, les gens de la ville devraient dépenser plus prudemment pour se les offrir, ce qui ralentit toute l'économie. Ellie dit qu'elle est surprise que le clergé en sache autant sur l'économie, mais Tida lui dit qu'elle en sait bien moins que les marchands. Ellie explique que les villages et les zones reculées ne sont pas les seuls endroits où les prix augmenteraient, car en conséquence,
les agriculteurs perdent leur chemin et se transforment en bandits, et il en coûte plus cher pour transporter les marchandises car il faut des gardes, ce qui entraîne des prix plus élevés. Lunoa demande à Ellie pourquoi les seigneurs ne réparent pas les routes, et Ellie lui dit que c'est parce qu'ils sont stupides, ils se soucient trop de l'argent à court terme pour s'inquiéter des réparations routières, et ce sont les gens ordinaires qui souffrent quand leurs dirigeants sont des imbéciles. Muriel dit à Ellie que d'autres bandits bloquent leur chemin, et Ellie dit à Muriel de surveiller Lunoa et Tida, mais Tida veut aussi se battre et dit à Ellie de ne pas s'inquiéter pour elle. Ellie pense qu'elle devrait probablement éviter de tuer quelqu'un devant une femme sainte, alors elle se précipite vers l'un des bandits et le frappe violemment au ventre, le mettant KO, elle se retourne et voit Tida fracasser la tête d'un bandit sans pitié. Tida dit à Ellie qu'elle a fini et demande pourquoi elle n'a pas encore tué le sien, elle dit à Ellie qu'elle doit être assez gentille, et Ellie n'est pas d'accord. Tida demande si elle s'est retenue parce que Tida regardait et dit qu'elle est désolée pour cela, mais dit à Ellie que les bandits laissés en vie ne sont que des ennuis, donc elle s'occupera aussi de la part d'Ellie. Au moment où Tida s'apprête à écraser la tête du bandit, il se réveille et implore grâce, mais Tida lui dit que le Seigneur est miséricordieux et que les gens sont pécheurs, s'il se repent, le Seigneur lui fera miséricorde, mais les bandits ne sont pas comptés comme des gens pour elle, donc ils ne méritent pas la miséricorde du Seigneur, et elle le tue. Ellie se demande si elle devrait reconsidérer sa vision du clergé. Tida montre à Ellie qu'elle a trouvé une dent en or et qu'ils peuvent la vendre pour un bon prix, Ellie dit à Tida de laver d'abord le sang, car si Lunoa la voit couverte de sang, elle sera terrifiée. Au manoir, le majordome de Fred lui dit de réfléchir à nouveau à son projet de distribuer des repas dans les bidonvilles et lui demande pourquoi il veut apporter de l'aide à des gens qui peuvent à peine survivre au jour le jour, quel mal y aurait-il à gagner leur gratitude? Le majordome lui demande s'il a lu les rapports budgétaires, et Fred dit oui. Le majordome explique que distribuer des repas de manière aussi imprudente videra les caisses du royaume. Fred lui dit de ne pas être idiot, car Elisabeth avait l'habitude de nourrir les pauvres chaque semaine, mais le majordome lui dit qu'elle payait de sa poche, et que Elisabeth n'a jamais utilisé le trésor national pour autre chose que des plans soumis au trône. De plus, Elisabeth trouvait du travail pour les pauvres, les aidant à construire une vie stable. Aider les pauvres ne signifie pas seulement distribuer de la nourriture. Fred s'énerve et lui dit d'annuler, puis quitte la pièce. Le majordome pense que rien de tout cela ne serait arrivé si Elisabeth était encore là. Tida est ivre et demande au serveur d'apporter plus. Ellie demande si elle devrait vraiment boire autant puisqu'elle est nonne, et Tida lui dit que l'alcool est l'eau de la vie donnée par Dieu. D'ailleurs, ces bandits lui ont rapporté beaucoup d'argent, et elle pense que le vrai péché serait de ne pas boire en un moment pareil. Ellie demande si elle l'a déjà échangé, et Tida lui dit qu'elle l'a échangé dès leur arrivée en ville et propose de partager l'argent avec Ellie, mais Ellie lui dit de le garder. Tida demande si elle est sûre, et Ellie lui dit de considérer cela comme un cadeau. Tida va pour serrer Ellie dans ses bras, mais Ellie lui dit de la lâcher car son nez coule. Lunoa dit à Muriel qu'Ellie a l'air de s'amuser. Muriel dit qu'Ellie avait toujours l'air tendue, sans personne à qui s'ouvrir, mais ces jours-ci elle la voit sourire joyeusement, et elle en est contente. Fred dit à Sylvia que s'occuper de ces imbéciles obstinés l'épuise, mais qu'en la regardant, son esprit fatigué se calme, et elle lui en est reconnaissante. Mais quelqu'un caché derrière un pilier dit que se faire voler la vedette par cet idiot doit être misérable. Une fois arrivés à la capitale, Ellie, Muriel et Lunoa se dirigent directement vers une auberge, car elles ont besoin d'un endroit où rester en attendant de pouvoir s'installer dans la capitale. Lunoa est émerveillée par le luxe de l'auberge qu'elles ont choisie. Ellie lui dit qu'elle aussi va loger ici et que sa chambre est juste à côté de celle-ci, mais Lunoa lui dit qu'il n'est pas nécessaire de payer une chambre aussi chère à cause d'elle, elle serait parfaitement à l'aise dans une auberge moins chère, mais Ellie lui explique qu'elle doit garder son image à l'esprit. On ne sait jamais qui pourrait les observer à tout moment, et comme elles vont bientôt commencer leurs opérations dans la capitale, elle ne voudrait pas que les gens les méprisent. Parce qu'elles ont séjourné dans une auberge bon marché. Lunoa dit qu'elle comprend, et quelques minutes plus tard, un homme nommé Arnold se présente et dit qu'il est ravi de revoir Ellie après si longtemps. Ellie est tout aussi ravie de le voir. Lunoa est un peu perplexe, car elle ne sait pas qui est cet homme, alors Muriel explique qu'Arnold était autrefois un élément clé de la gestion de son entreprise dans le royaume. Il dit qu'il a déjà trouvé des emplacements prometteurs pour l'entreprise et la résidence d'Ellie, et qu'il a organisé une visite dès demain si elle le souhaite. Ellie est surprise, car elle ne sait pas comment Arnold a su préparer tout cela alors qu'elle ne lui avait jamais dit qu'ils étaient arrivés aujourd'hui, mais c'est précisément cette efficacité qui fait qu'Ellie l'apprécie autant. Elle remercie Arnold pour son travail acharné et lui dit qu'elle se rendra dès demain matin aux emplacements qu'il a choisis pour inspecter les biens. Le lendemain matin, Ellie et Arnold se rendent aux propriétés et, après avoir choisi un manoir, on montre à Ellie un bâtiment qu'Arnold pense être parfait pour son atelier, bien qu'il soit un peu au-dessus de son budget. Ellie dit que cela ne la dérange pas de dépasser un peu le budget pour cela, car elle ne sait pas si elle trouvera une aussi bonne offre plus tard. Elle dit alors aux agents immobiliers qu'elle souhaite acheter l'endroit, et pendant qu'ils y sont, Arnold suggère qu'il devrait probablement faire quelques rénovations dans l'atelier, ce qu'Ellie approuve. Elle décide de confier à Arnold la responsabilité des rénovations du local commercial,
et il promet également de faire préparer son manoir dans quelques jours, mais en attendant, Ellie et les autres devront continuer à séjourner à l'auberge. Après le départ d'Arnold, Muriel mentionne à Ellie qu'elle aimerait embaucher plus de personnel. Ellie pense qu'il est un peu trop tôt pour embaucher du personnel pour l'entreprise, puisqu'elles n'ont même pas encore ouvert la boutique, mais ce n'est pas de cela que parlait Muriel. Elle voulait en fait embaucher une autre femme de chambre pour Ellie, car une fois que l'entreprise commencera à se développer, il sera difficile pour Muriel d'être constamment aux côtés d'Ellie. Ellie est d'accord et dit qu'elle pourrait essayer d'embaucher via la guilde des marchands, mais Muriel ne pense pas que ce soit une bonne idée d'embaucher un parfait inconnu, car Ellie est toujours une réfugiée du royaume, et si la mauvaise personne venait à la prendre, cela pourrait être désastreux. Pour s'assurer que leurs nouvelles recrues ne finissent pas par divulguer leurs secrets, Muriel suggère d'acheter un esclave pour servir d'assistante à Ellie, car les esclaves sont liés par des sceaux qui les empêchent de désobéir aux ordres de leur maître. Il existe deux principaux types d'esclaves, soit des personnes devenues esclaves en raison d'un casier judiciaire, soit des personnes devenues esclaves à cause d'une dette impayée, mais Ellie ne se soucie pas vraiment du type qu'elle obtiendra, elle décide donc de se rendre sur un marché aux esclaves demain. Cependant, elle ne trouve aucun candidat convenable dans le premier endroit où elle va, car tous les esclaves y sont malnutris et faibles en raison des conditions dans lesquelles le marchand les a maintenus. Lunoa semble particulièrement secouée par ce qu'elle vient de voir, et Ellie comprend pourquoi elle se sent ainsi. Elle dit à Lunoa que ce n'est pas grave si elle ne s'y habitue jamais, mais qu'elle doit faire face à la réalité que le monde fonctionne ainsi et apprendre à gérer cela. Elle décide ensuite de se rendre chez un autre marchand d'esclaves, et à leur grande surprise, cet endroit semble bien plus dynamique que le précédent. Il y a même un esclave qui balaie devant la porte, et il a l'air plutôt heureux dans l'ensemble. Quand il remarque Ellie et les autres, il les accueille à la Cédric Commercial Firm et leur demande s'il peut faire quelque chose pour elle. Muriel l'informe qu'elles sont venues pour acheter un esclave, et le garçon comprend, alors il leur dit d'entrer. Ellie se souvient avoir déjà entendu le nom de Cédric, car son entreprise a été surnommée l'entreprise de l'éducateur. Lunoa ne sait pas de quoi Ellie parle, alors Ellie explique que le conseil de la guilde marchande impériale est une organisation vitale au sein de l'Empire, car il gère les affaires de gouvernance nationale, ce qui lui confère un pouvoir considérable dans l'Empire, et l'un des 7 membres du conseil est un marchand d'esclaves connu sous le nom d'éducateur, qui fournit des esclaves à la cour impériale. Le groupe est ensuite présenté à Cédric. Alors que Muriel s'apprête à présenter Ellie, Cédric dit qu'une présentation n'est pas nécessaire, car il sait déjà tout sur Ellie et son entreprise. Ellie est un peu surprise quand Cédric dit cela et lui demande comment il la connaît, alors Cédric explique qu'il a entendu parler de son entreprise en pleine croissance et qu'il a trouvé cela très impressionnant. Cependant, Ellie ne le croit pas, car il n'y a aucune raison pour qu'un marchand aussi établi que lui s'intéresse à une petite entreprise comme la sienne, la seule explication logique est donc qu'il doit la connaître depuis son séjour dans l'Empire, et qu'il sait donc qu'elle est aussi une réfugiée. Ellie va devoir être un peu prudente avec lui, mais elle a toujours besoin d'acheter un esclave, alors elle informe Cédric de ce qu'elle recherche. Elle dit qu'elle a juste besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses affaires quotidiennes, et idéalement quelqu'un qui puisse suivre les fréquents déplacements entre les domaines. Cédric dit qu'il a la personne parfaite en tête, alors il demande qu'on amène Misha au salon. Cédric commence alors à guider Ellie et les autres pour qu'elle rencontre Misha, mais en chemin, Ellie remarque par hasard une pièce où 2 esclaves apprennent les mathématiques, et elle est surprise par ce spectacle, alors Cédric explique que tous ces esclaves reçoivent une éducation de base, certains reçoivent un entraînement aux arts martiaux, une formation culinaire, ou à peu près tout ce dans quoi ils sont doués. Ellie est impressionnée par la différence avec les autres marchands d'esclaves. Cédric sait bien que d'autres marchands essaient de réduire les coûts en minimisant les dépenses pour chaque esclave, mais lui préfère une approche axée sur la qualité et donne aux esclaves tout ce dont ils ont besoin pour se développer, même si cela signifie que ces esclaves sont plus chers que ceux que l'on trouve sur les autres marchés. Ellie pense que le prix en vaut la peine. On les amène ensuite pour rencontrer Misha, et Cédric les prévient que c'est la première fois que Misha rencontre des clients, elle pourrait donc être un peu nerveuse, mais les cassants sont très physiquement capables, elle devrait donc pouvoir suivre les déplacements d'Ellie, même si elle ne fera probablement pas la meilleure garde du corps. Ellie semble satisfaite de Misha, elle dit qu'elle aimerait signer le contrat avec elle, et Cédric est ravi de l'entendre. Pour finaliser l'accord, Ellie pose sa main sur l'emblème d'esclave pendant que Cédric lance le sort pour transférer la propriété de Misha à Ellie. Il dit ensuite à Misha de bien servir Ellie, et Misha promet de faire de son mieux. Elle remercie ensuite Cédric pour tout ce qu'il a fait pour elle, et Cédric lui souhaite bonne chance. Le lendemain, Misha commence officiellement à travailler pour Ellie, et l'une de ses premières tâches est de gérer l'emploi du temps d'Ellie. Elle l'informe donc qu'elle doit inspecter les rénovations du nouveau bâtiment le matin, puis l'après-midi, elle a 2 réunions et une négociation de vente à gérer. Ellie remercie Misha pour ses efforts, mais elle lui dit qu'à l'avenir, ce serait bien qu'elle mentionne aussi avec qui sont les réunions et les négociations. Misha s'excuse pour son erreur, mais Ellie dit que ce n'est pas grave, car elle apprend encore le métier. Pour l'instant,
Ellie est surtout concentrée sur la finalisation de la vente de son dernier produit pour le marché de la capitale, son gloss, et elle rencontrera la baronne Mélanie plus tard dans la journée. Lors de la fête, Ellie s'approche de Mélanie, et cette dernière est si heureuse de la voir qu'elle attire l'attention de tous ses amis nobles et leur dit qu'Ellie est la propriétaire de la société de traits, qui lui a fourni tous ses produits de maquillage récemment. Les dames nobles sont toutes excitées en entendant cela, car elles ont personnellement vu l'efficacité des produits, elles commencent donc à demander à Ellie comment elles peuvent en acheter. Ellie les informe qu'elle prévoit d'ouvrir bientôt une boutique dans la capitale, mais qu'elle sera pour l'instant réservée aux membres, car sa capacité de production est limitée. Ellie dit que puisque c'est Mélanie qui les a présentées, elle veillera à ce qu'elles obtiennent tout un abonnement prioritaire. Cela rend les dames nobles encore plus excitées qu'avant, ce qui est exactement ce qu'Ellie espérait, car en réalité, elle a la capacité de produire autant de cosmétiques qu'elle le souhaite, mais en faisant croire que l'offre est limitée, son abonnement de maquillage deviendra une sorte de symbole de statut, le rendant encore plus précieux aux yeux de la noblesse. De plus, en accordant l'abonnement à celle que Mélanie a présentée, elles sont maintenant redevables à Mélanie, ce qui la ravit à coup sûr, et la relation d'Ellie avec Mélanie ne pourra que s'améliorer considérablement. Pour profiter de l'élan, Ellie offre à Mélanie le nouveau gloss qu'elle a fabriqué, et Mélanie adore absolument la couleur. Cela donne envie à toutes les autres d'en avoir aussi, alors Ellie leur dit que si elles le souhaitent, elles peuvent acheter un ensemble dans sa boutique lors de l'ouverture officielle, ce qui garantit maintenant qu'Ellie aura une foule de clients qui l'attendront pour la grande ouverture. Après la fin de la fête, Ellie et Muriel rentrent à pied quand elles entendent soudain une agitation dans une ruelle. Normalement, elles ne s'en seraient pas souciées, mais elles entendent alors une voix qui ressemble étrangement à celle de Tida. Il s'avère que Tida a été acculée par un groupe d'hommes dans une ruelle, et ils l'accusent de les avoir escroqués de leur argent, ils exigent qu'elle le leur rende, mais Tida dit qu'ils n'ont pas de preuve qu'elle trichait, donc elle ne leur donnera pas un sou. Ils l'attaquent alors, mais Tida parvient à les repousser, et le dernier homme est mis hors d'état par une balle de glace d'Ellie. Ellie est contente de voir que Tida n'est pas blessée, mais elle lui demande pourquoi ces hommes la poursuivaient, et Tida fait une gaffe en admettant qu'elle trichait vraiment. Ellie demande à Tida si elle pense vraiment qu'il était approprié d'aller jouer alors qu'elle avait dit qu'elle serait prudente, mais avant qu'Ellie ne puisse la réprimander, Tida invente une excuse et s'enfuit. Pendant ce temps, de retour dans le royaume, le père d'Ellie a convoqué Rosaria à une réunion car les affaires internes du royaume sont en plein désarroi en raison d'un manque de politique mise en œuvre. Rosaria n'est pas trop surprise, car elles ont récemment perdu Elisabeth, qui gérait tout cela. Le père d'Ellie sait que le prince est un idiot qui ne ferait qu'empirer les choses s'il était chargé de s'en occuper, et lui-même n'a pas le temps de gérer les affaires intérieures, car il est déjà très occupé par les affaires étrangères, c'est pourquoi il veut que Rosaria prenne le relais. Rosaria lui demande s'il essaie de faire d'elle la nouvelle Elisabeth, et c'est à peu près ce qui se passe, mais Rosaria n'a d'autre choix que d'accepter, sous peine d'être elle aussi traitée de traîtresse. Pendant ce temps, dans l'Empire, Ellie prend un café avec Lucas, et il l'informe qu'il a récemment été convoqué pour une audience avec l'empereur car, bien qu'il ait signalé la présence d'Elisabeth auparavant, il voulait tout de même que Lucas explique les choses en personne. Ellie demande ce que l'empereur a dit à son sujet, et Lucas explique que, pour l'instant, l'empereur a simplement dit qu'il devait garder un œil sur elle, car toutes ses activités jusqu'à présent ont été bénéfiques pour l'Empire, mais qu'il ne lui fait pas encore entièrement confiance. Ellie est ravie d'apprendre cela, car elle ne saurait pas quoi faire si l'empereur interférait dans ses affaires, mais maintenant que cet obstacle est franchi, elle promet à Lucas un siège au premier rang pour assister à la chute du royaume. Alors que les affaires du royaume partent en cacahuète, Fred et Sylvie ne cessent de flirter, et pendant ce temps, le roi se demande comment les choses ont pu en arriver là, Sid lui dit que c'était inévitable puisque, avec la fuite d'Elisabeth de la capitale, il n'y avait plus d'autres candidates pour le titre de princesse royale, laissant Sylvie comme seule prétendante de Fred. Le roi comprend cela, mais il déteste toujours l'idée d'avoir Sylvia comme princesse couronnée car il sent que ce n'est pas une bonne personne, mais le prince est trop borné pour s'en rendre compte. Le roi aurait préféré arranger un mariage avec Rosaria à la place, car elle semble responsable et était assez talentueuse pour gérer les affaires internes du royaume en l'absence d'Elisabeth, mais malheureusement, elle est déjà fiancée à quelqu'un d'autre pour le moment, ce qui rend impossible de faire d'elle la prochaine héritière du titre de princesse couronnée. Plus tard dans la journée, Fred est à la caserne en train de s'entraîner avec les chevaliers, et après avoir vaincu quelques-uns d'entre eux, il les réprimande pour leur faiblesse et leur dit qu'ils doivent travailler plus dur s'ils espèrent un jour atteindre son niveau. Les chevaliers s'excusent pour leurs insuffisances, puis Fred s'en va, mais dès qu'il est hors de vue, les chevaliers poussent tous un soupir de soulagement car la présence de Fred est tellement stressante. Il les défie toujours en duel, et ils sont obligés de perdre contre lui à chaque fois pour protéger son ego, car le dernier gars qui a battu Fred a fini par être envoyé dans un avant-poste perdu au milieu de nulle part. Ils pensent tous que Fred est une vraie blague et que, bien qu'il ait peut-être des bases solides, ses compétences à l'épée sont risibles au mieux car il ne fait jamais de vrai travail d'entraînement. Fred entend par hasard tout ce qu'ils ont dit sur lui,
et il est tellement en colère qu'il fonce dans le château pour chercher du réconfort auprès de Sylvie, mais à ce moment-là, il voit Sylvie sortir d'une pièce en pleurant, tandis que deux tuteurs royaux la supplient de s'asseoir et de prendre cela au sérieux. Fred exige de savoir ce qui se passe ici, et Sylvia accuse immédiatement les deux d'essayer de la forcer à faire des choses, mais les deux expliquent que, puisque Sylvia est maintenant princesse couronnée, le roi leur a confié la tâche de l'éduquer sur tous les devoirs et l'étiquette qu'une princesse couronnée doit respecter. Cependant, Sylvia refuse absolument d'étudier quoi que ce soit, alors Fred dit aux deux tuteurs que Sylvie n'a pas à faire quoi que ce soit qu'elle ne veut pas faire, et il les avertit de ne plus l'ennuyer avec des leçons. Un peu plus tard, Fred et Sylvie retrouvent Chris, qui leur a apporté une série de nouveaux bijoux et articles de mode de l'Est. Pendant que Chris lui montre tous ses biens, Fred finit par se confier sur le fait que les gens ne le respectent plus, et en tant que marchande, Chris ne sait pas vraiment ce qu'elle est censée faire à ce sujet, mais elle suggère que si le respect est ce que Fred recherche, alors peut-être devrait-il faire une démonstration d'autorité. Cela attire l'attention de Fred, alors il lui demande d'expliquer ce qu'elle veut dire, et Chris lui dit que tout ce qu'il aurait à faire est d'accomplir quelque chose qui montre aux gens qu'il est vraiment compétent, et après cela, personne ne pourrait plus douter de lui. Fred pense que c'est une excellente idée, et la première chose qui lui vient à l'esprit est d'accomplir quelque chose à la guerre, mais il n'y a pas beaucoup d'options de guerre pour le moment, puisque le royaume a déjà signé un traité de paix avec l'Empire. Le prince réfléchit un moment à comment exactement il va se faire des médailles militaires, mais juste à ce moment-là, on frappe à la porte. Fred leur dit de revenir plus tard car il est occupé pour l'instant, mais la personne à la porte s'avère être Rosalia, et elle sait pertinemment que le cul de Fred ne fait rien d'important, alors elle entre quand même. Elle est honnêtement impressionnée par l'audace de Fred d'avoir amené une marchande au château pour acheter des cadeaux pour Sylvie alors que tout le monde au château essaie activement de réparer tout ce qu'il a foiré. En l'entendant l'appeler un fouteur de merde, Fred s'énerve et dit à Rosalia qu'elle ne peut pas lui parler comme ça parce qu'il est le prince héritier, mais Rosalia rétorque en le traitant d'échec absolu, puisque la seule valeur qu'il a est le fait qu'il a eu la chance de naître dans la famille royale. Elle se tourne ensuite pour regarder attentivement Sylvie, et elle est surprise que quelqu'un d'aussi compétent qu'Elisabeth ait été détrônée par quelqu'un d'aussi médiocre que Sylvie, mais elle précise que, bien qu'elle ait accepté de faire le travail pour maintenir le royaume en marche, elle ne va pas laisser ce qui est arrivé à Elisabeth lui arriver. D'une part, la famille de Rosalia possède la plus grande armée du royaume, donc même le roi n'oserait pas se faire des ennemis de sa famille sans raison, et son père tient vraiment à elle aussi, donc l'accuser de faux crimes ne fonctionnera pas. Rosalia dépose ensuite une pile de papier sur la table devant Fred, et il est confus car il ne comprend pas ce que c'est censé être, mais Rosalia explique qu'elle a rassemblé une liste de tâches que même quelqu'un d'aussi incompétent que lui devrait être capable d'accomplir. Littéralement, tout ce qu'il a à faire est de signer les documents et de les lui rendre, alors Rosalia lui demande d'essayer de ne pas foutre en l'air ça. Fred est outré que Rosalia ose lui parler de cette façon, et il ouvre alors l'un des documents qu'elle a apporté et voit qu'il s'agit d'un formulaire d'autorisation pour envoyer du soutien à l'un de leurs États vassaux. Il s'énerve encore plus parce qu'il ne pense pas que les États vassaux méritent un quelconque soutien de sa part, mais juste à ce moment-là, il a une idée, ce qui n'est pas une bonne chose, et il décide d'utiliser les États vassaux pour se faire des médailles. Pendant ce temps, dans l'Empire, Elisabeth est en train de planifier le nouveau système de transport portuaire pour son entreprise, et avec un peu d'aide d'une carte qu'elle a obtenue de Lucas, elle trouve l'emplacement parfait. Elle demande ensuite à Misha quel est son programme pour aujourd'hui, et Misha l'informe qu'elle a une réunion avec la société commerciale Burn cet après-midi, et le soir, elle a un dîner d'affaires avec le vicomte. Ellie remercie Misha pour son travail acharné, mais Misha a en fait une question qu'elle aimerait poser, elle se demande pourquoi Ellie rencontre la société commerciale Burn, puisqu'il pense que la société Burn est un concurrent direct de leur société Trait. Ellie admet que la société Burn produit principalement du rouge à lèvres et que leur société Trait a dû lui prendre une partie de sa clientèle au cours des derniers mois, mais elle ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter en ce qui concerne cette réunion. Misha craignait qu'il n'essaie de se venger d'Ellie, mais au contraire, Ellie lui dit que la réunion est très probablement une reddition, pour ainsi dire. Elle imagine qu'ils vont demander quelque chose comme un partenariat, mais s'ils essaient vraiment de se venger d'elle, alors elle sera forcée de les écraser complètement. Quant au dîner avec le vicomte Napa, Ellie est sûre qu'il aimerait aussi établir un partenariat, mais bien que l'idée soit certainement tentante, elle va devoir le refuser pour l'instant, car leur objectif principal pour le moment est de sécuriser leur fondation dans la capitale, pas l'expansion. Cependant, à l'avenir, lorsque l'expansion sera plus viable, Ellie aimerait avoir le soutien du vicomte, donc elle veut s'assurer de maintenir de bonnes relations avec lui. En fait, elle dit à Luno qu'elle l'accompagnera pour le dîner. Luno est choqué d'entendre cela, mais Ellie lui dit que ce sera une bonne occasion pour elle de s'habituer à traiter avec les nobles. Quelques instants plus tard, Arnold se précipite dans la pièce et dit qu'il a de terribles nouvelles. Il l'informe que Sargi, un état vassal du royaume de Haldoria, vient de déclarer la guerre à l'Empire, et cette nouvelle est un choc énorme pour Ellie, car elle sait que Sargi est un état pauvre en ressources dont la principale source de revenus est le tourisme,
donc cela n'a aucun sens pour eux de déclarer la guerre parce que la guerre n'est pas vraiment bonne pour le tourisme. Arnold mentionne également que Sargi a déjà commencé son invasion, et normalement Ellie s'en ficherait, car il n'y a aucun moyen que Sargi puisse faire de réels dégâts à l'Empire, mais le vrai problème est le fait que si Sargi attaque maintenant, le village où Ellie avait prévu d'établir un port de fabrication serait en plein sur leur chemin. Ellie ne peut pas laisser cela arriver, alors elle demande à Arnold s'il y a une forteresse dans la vallée de Brochamp près du village, et il confirme qu'il y en a une, et selon ses estimations, il y a environ 500 soldats stationnés là-bas, mais en revanche, les troupes de Sargi sont au nombre d'environ 1500, ce qui signifie que la forteresse est largement en infériorité numérique. Cependant, s'il s'accroche, il devrait pouvoir tenir quelques jours jusqu'à l'arrivée des renforts. Juste à ce moment-là, un message arrive de Lucas, et il vient d'apprendre la raison pour laquelle Sargi a déclaré la guerre à l'Empire. Apparemment, le roi de Sargi a dit en substance qu'il voulait récupérer les terres qui leur avaient été volées toutes ces années. Arnold se souvient que l'Empire a effectivement pris des terres à Sargi il y a 20 ans, mais ils n'ont pas volé les terres, ils les avaient simplement protégées d'une dévastation de monstres à l'époque, car le royaume n'était pas capable de protéger les villages là-bas par lui-même, et normalement, si vous prenez en charge une parcelle de terre pendant une période prolongée, vous êtes autorisé à l'assimiler à votre territoire, donc cela n'a aucun sens que Sargi les accuse maintenant de les avoir volés. La lettre de Lucas mentionne également qu'il est déjà en route pour aider la forteresse avec environ 2000 hommes, mais il lui faudra quelques jours pour arriver, donc pour l'instant, Elisabeth décide d'attendre et de voir comment les choses évoluent. Malheureusement, le lendemain, l'armée de Sargi réussit d'une manière ou d'une autre à submerger complètement la forteresse, grâce aux efforts d'une force d'élite inconnue qu'ils ont engagée, et à cause de cela, l'armée de Lucas est forcée de changer d'itinéraire. Cela inquiète officiellement Ellie, car même si l'armée de Sargi a pris la forteresse et devrait techniquement être satisfaite parce qu'ils ont récupéré les terres qu'ils disaient leur avoir été volées, ils pourraient utiliser cela comme excuse pour empiéter davantage sur le territoire de l'Empire. Si cela devait arriver, les affaires d'Ellie en souffriraient, donc elle n'a d'autre choix que de rejoindre la bataille personnellement. Mira essaie de dissuader Ellie, car si elle rejoignait la bataille, elle révélerait sa position au royaume, et Ellie en est consciente, mais elle n'a pas beaucoup d'options pour le moment. Il y a juste une chose qu'elle ne comprend pas dans tout cela, le roi de Sargi a toujours été un homme pacifique, donc elle a du mal à croire qu'il déclencherait une guerre insensée comme celle-ci sans raison. Le lendemain, Ellie engage un groupe des aventuriers les plus compétents de la capitale pour la bataille, mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, Elna demande à Ellie si elle est vraiment sûre que 2 jours de ravitaillement seront suffisants pour eux. Ellie comprend pourquoi Elna s'inquiète, et puisqu'elle va combattre aux côtés de ces aventuriers, elle va devoir leur faire confiance, alors elle décide de révéler une partie des capacités de son grimoire. Elle procède alors à invoquer un baril d'eau de sa dimension de poche et explique au groupe que son stockage contient assez de provisions pour nourrir une armée de 100 hommes pendant plusieurs mois, et les 2 jours de ravitaillement qu'elle leur a donnés sont juste au cas où ils seraient séparés au combat. Le groupe est émerveillé par le pouvoir d'Ellie, mais ils savent qu'il vaut mieux ne pas poser trop de questions, alors ils continuent d'avancer pour l'instant. Après avoir voyagé un moment, ils sont assez proches de la forteresse de Brochamp, et Ellie est occupée à installer un mur pour leur défense pendant que les autres installent le camp, mais juste à ce moment-là, l'éclaireur du groupe revient en courant avec de terribles nouvelles. Alors qu'elle fouillait la région, elle a repéré un village voisin complètement occupé par des forces armées. Ellie est choquée d'apprendre cela et demande à Marty ce qu'elle veut dire exactement, alors Marty explique que pratiquement tous les villageois sont morts, et les quelques survivants étaient traînés par des soldats armés. Ellie n'arrive pas à croire que l'armée de Sargi attaquerait des civils sans raison, surtout que cela est considéré comme un crime de guerre, alors elle suppose que quelques soldats ont dû faire bande à part et attaquer le village de leur propre chef. Cela semble être l'explication la plus probable, car il n'y a que 10 soldats là-bas, mais en tout cas, Ellie ne peut pas laisser cela continuer, alors elle rallie sa troupe et leur dit qu'ils vont sauver les villageois restants. Marie pense qu'il est trop risqué de s'impliquer maintenant, mais Ellie dit que ce sera une bonne occasion de recueillir des renseignements sur leur ennemi s'ils peuvent capturer l'un de ses soldats vivants. Cependant, elle dit aux autres qu'elle veut seulement que le groupe d'Elsa l'accompagne, car elle a besoin que le reste d'entre eux finissent d'installer le camp et de renforcer le mur. Les gars sont un peu déçus, car ils étaient impatients de voir de l'action, mais Ellie les assure qu'il y aura plein d'occasions de se battre plus tard, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant que tout le monde a bien compris le plan, Ellie, Elsa et Muriel descendent toutes vers ce qu'il reste du village, et elles parviennent à trouver l'un des soldats se reposant tranquillement près d'un buisson, maintenant que le massacre est terminé. Elle s'approche donc de lui par derrière, et au moment où il s'y attend le moins, Ellie lui couvre la bouche, l'attire dans les buissons, puis lui pose un couteau sur la gorge. Elle lui dit que s'il essaie de crier ou d'alerter les autres soldats d'une quelconque manière, elle lui tranchera la gorge sans attendre, et elle ne bluffe pas. Une fois que le soldat comprend à quel point sa position est mauvaise, il accepte de rester silencieux et de répondre aux questions d'Ellie, et la première chose qu'elle veut savoir, c'est pour qui lui et les autres soldats qui ont fait sa travail.
Le soldat explique que lui et les autres ont été envoyés de Aldoria, et Ellie est surprise d'entendre cela, car cela n'a aucun sens que Aldoria envoie des renforts à un état vassal comme ça, sans raison. L'homme poursuit en expliquant que le prince héritier se trouvait justement dans la région lors d'un exercice militaire, et qu'il leur a à peu près ordonné d'attaquer les villages voisins. Ellie est incroyablement déçue quand elle entend cela, car elle avait le sentiment que quelque chose n'allait pas dans cette histoire, et bien sûr, il fallait que cet idiot de prince ait mis son nez là-dedans. Elle explique que Sarge n'est pas un état très indépendant, donc ils dépendent fortement des exportations de sel de Aldoria, et approuver ces exportations de sel est une tâche qui a été confiée au prince. Ellie s'occupait auparavant de presque tous les termes de l'accord et le donnait simplement au prince à signer ensuite, mais maintenant que le prince s'en occupe lui-même, il a dû menacer de couper l'approvisionnement en sel de Sarge s'il ne faisait pas ce qu'il disait, et c'est ainsi que cette guerre a commencé. Ellie suppose que le but de Fred est de renforcer sa réputation, car l'opinion des gens à son sujet est en chute libre depuis qu'Ellie a arrêté de le couvrir, et il espère sans doute créer ce conflit pour se donner une meilleure image. Savoir que le prince est derrière tout cela épuise Ellie, mais ils doivent quand même gérer la situation, alors elle se tourne vers le soldat et lui dit qu'il a commis un crime de guerre en agissant de son propre chef et en attaquant un village plein de civils. Mais le soldat lui dit qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres, car c'est le prince qui leur a ordonné d'attaquer les villages. Ellie est complètement abasourdie quand elle entend cela, car elle n'avait jamais imaginé que Fred ordonnerait une attaque contre des civils. Cela rend la situation nettement pire, car maintenant que des civils ont été blessés, l'Empire ne peut plus engager de négociations de paix, et ils risquent probablement de riposter contre Sarge quand ils l'apprendront. Cela va certainement se transformer en un sacré gâchis, mais pour l'instant, ils doivent encore sauver les villageois restants, alors Ellie interroge le soldat et exige qu'il lui dise tout ce qu'il sait. Le soldat l'informe que la plupart des hommes du village ont déjà été tués, car ils ont tenté de riposter, et qu'il y a actuellement 4 soldats de garde dans la maison du chef du village, mais que tous les autres dorment. Une fois qu'Ellie a obtenu toutes les informations dont elle a besoin de lui, elle tranche la gorge du soldat et se prépare à faire de même avec le reste des pillards. Pendant ce temps, dans la maison du chef du village, le chef de la troupe tient actuellement la fille du chef en otage et menace de lui faire des choses indicibles devant le chef, juste pour le plaisir. Mais avant que quoi que ce soit puisse arriver, Ellie défonce la porte et se débarrasse rapidement des autres soldats à l'intérieur, ne laissant que le chef en vie. Elle lui dit qu'elle va lui proposer un marché et lui promet qu'elle ne le tuera pas, à condition qu'il lui dise tout ce qu'il sait sur les renforts envoyés par Aldoria. Le soldat est soulagé quand il entend qu'Ellie va l'épargner, mais ensuite Ellie le poignarde à la main et lui dit que les seuls mots qu'elle veut entendre sortir de sa bouche sont des renseignements sur la force combattante du royaume. Le soldat lui dit que tous les soldats de Sarge se trouvent au sud, tandis que les renforts de mercenaires d'élite envoyés par Aldoria sont au nord. Ellie lui demande d'où vient cette force d'élite, mais le soldat dit qu'il ne sait pas, car il n'a jamais bien vu leur visage. Il a dit à Ellie tout ce qu'il sait, alors il lui demande si elle va l'épargner maintenant, et Ellie confirme qu'elle ne va pas le tuer, puisqu'elle l'a promis, mais elle ne peut pas garantir que les survivants du village vont le laisser s'en tirer aussi facilement, car ils ont l'air plutôt en colère. Tous les survivants se précipitent alors sur le soldat, fourche à la main, et le poignardent à plusieurs reprises en guise de revanche pour ce qu'il leur a fait. Ellie suggère qu'il devrait rester dans le village quelques jours pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres soldats cachés à proximité, et quant aux cadavres, il devrait probablement les nettoyer une fois que les gens auront fini de se défouler. 2 jours plus tard, un messager de l'armée de Lick arrive au camp d'Ellie, et tout d'abord, il lui dit que Lucas aimerait la remercier pour son aide. Quant à l'état de son armée, il se déplace actuellement vers l'est tout en libérant tous les villages qui ont été occupés par les forces de Sarge, et d'après les renseignements qu'ils ont recueillis, il semble que le prince Fred soit également impliqué dans ce conflit, mais Ellie était déjà au courant. Lucas a essayé de faire appel à Aldoria par des voies diplomatiques pour mettre fin à cela, mais Ellie ne pense pas que cela donnera grand-chose, car tant qu'il n'y aura pas de preuves concrètes prouvant l'implication de Fred, ils vont probablement nier. Pour l'instant, Egley dit qu'ils vont continuer vers l'est et libérer les villages occupés, avec pour objectif ultime de reprendre la forteresse de Brochamp, et Ellie demande si elle peut les accompagner, car elle aimerait offrir son soutien. Pendant ce temps, dans la capitale, Misha et Lunoa travaillent toujours pour maintenir l'entreprise en activité pendant l'absence d'Ellie, et malheureusement, elles ont appris que le village qu'Ellie utilisait pour la fabrication a été pillé et que tous les matériaux qui s'y trouvaient ont été volés. Cela va être un gros coup dur pour leur coût d'exploitation, mais la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est continuer d'avancer. Sur le front, Ellie et les autres retrouvent enfin les forces de Lucas, et Ellie est ravie de le revoir, car cela fait un bon moment. Lucas lui demande comment s'est terminé le village dans lequel elle investissait, et Ellie dit que, malheureusement, presque tous ces matériaux ont été volés, mais elle est contente qu'au moins personne ne soit mort. Après tout, les matériaux peuvent être remplacés, mais pas les vies humaines. Cependant, Ellie compte bien se faire rembourser 10 fois tout ce qui a été volé. Pour continuer, ils se rassemblent tous autour de la carte pour commencer à planifier leur attaque, mais le commandant de l'armée de Lucas, Dreg,
ne pense pas qu'il sera facile de lancer une attaque frontale contre une forteresse. Leur seule option pour l'instant est de faire infiltrer les détenteurs d'artefacts divins parmi eux pour neutraliser la base de l'intérieur. Lucas et Drake sont tous les deux capables d'utiliser des artefacts divins, tout comme Ellie et Elsa, donc les quatre vont mener l'opération. Ellie suggère que Lucas et Drake attaquent par le sud pendant qu'elle et Elsa attaqueront par le nord, car d'après ses renseignements, il n'y a que des soldats ordinaires de Sarge vers le sud, donc aucun d'eux ne devrait être capable d'utiliser des artefacts divins. Cependant, ceux du nord sont les troupes de Haldoria, et à la fois Frey et son chevalier, Robert, sont capables d'utiliser des artefacts divins. Elle doute sincèrement que Fred ait le cran de rester et de se battre si la tournure des événements lui est défavorable. Cependant, ils doivent aussi s'inquiéter des mercenaires d'élite qui les accompagnent, c'est pourquoi Ellie pense qu'il serait préférable qu'elle et Elsa s'en chargent. Après tout, Ellie est douée pour les sorts d'attaque à grande zone, et Elsa est une aventurière de classe A, donc à défaut d'autre chose, elle devrait pouvoir s'en sortir vivante. Lucas accepte de les laisser y aller, mais il leur demande de faire attention, car il ne veut pas qu'elle meure. Maintenant que tout le monde est clair sur les détails du plan, Ellie et Elsa partent à la tombée de la nuit pour attaquer les troupes du Nord. Avant de passer à l'action, elles conviennent qu'Elsa infiltrera la tour de guet pendant qu'Ellie entrera par la porte principale et éliminera autant de combattants que possible. Cependant, elle conseille à Elsa de ne pas faire de tuerie massive, car il pourrait y avoir des villageois dans le camp pris en otage, et elle ne voudrait pas les tuer aussi, et Elsa promet de garder cela à l'esprit. Sur ce, elles commencent leur plan d'infiltration, et à la porte principale du camp, alors que les gardes désignés étaient en plein changement de quart, Ellie tranche rapidement leur tête et pénètre dans le camp. Comme elle l'avait prévu, les soldats avaient pris plusieurs villageois en otage, et ils étaient actuellement utilisés comme esclaves, et Ellie ne veut pas blesser les villageois innocents, donc son plan initial de faire exploser l'endroit ne fonctionnera plus. À la place, elle décide d'utiliser un sort de pluie de grêlons plus localisé pour désorienter les soldats, et pendant qu'ils sont désorientés, elle commence à les canarder avec des sorts de balles de grêle. Il ne faut pas longtemps au commandant de la troupe pour réaliser qu'ils sont attaqués par un mage, alors il ordonne à ses hommes de se disperser et de chercher celui qui lance le sort. Cependant, avant même qu'il ait fini de parler, Ellie le tranche net en deux. Alors que le reste des hommes la repèrent, ils se mettent en formation pour attaquer, car elle ne peut pas tous les toucher avec des balles de glace comme ça. Mais puisque tous les soldats se sont gentiment séparés des villageois et rassemblés en un seul endroit, Ellie utilise simplement un sort de gel à grande zone pour tous les figer sur place. Pendant ce temps, du côté d'Elsa, elle est face à l'escouade de mercenaires d'élite, et elle peut immédiatement dire que ces gars-là sont d'un niveau supérieur au reste des soldats ici. Individuellement, ils ne représentent pas une grande menace, mais leur travail d'équipe est si bon qu'elle ne peut pas leur porter un bon coup, et ils l'épuisent lentement avec des blessures. Elsa réalise qu'elle n'a aucune chance de gagner dans ces conditions, mais heureusement pour elle, elle a un atout dans sa manche. Elle active ses artefacts divins et manifeste une épée de feu, ce qui lui confère une force physique accrue ainsi que la guérison de toutes ses blessures. Désormais, peu importe combien il la blesse, elle peut continuer à se battre, et le chef est assez intelligent pour réaliser que c'est une bataille perdue, surtout quand Ellie se joint à lui. Il est assez compétent pour tenir tête à Ellie, mais il ne cherche pas à mourir ici, alors quand il en a l'occasion, il lance un flashbang au sol pour aveugler Ellie, et au moment où elle retrouve la vue, il a déjà rassemblé le reste de ses hommes et utilise un parchemin de téléportation pour fuir. Ellie et Elsa sont déçus de ne pas avoir réussi à les capturer, mais au moins elles ont tout de même accompli leur objectif de reprendre la forteresse. Le lendemain, compte tenu de tout ce qui s'est passé, Lucas dit que la résolution idéale serait d'emprunter la voie diplomatique et d'exiger des excuses et des réparations pour ce qui s'est passé, mais Sarge n'a pas de relation diplomatique avec l'Empire, donc Haldoria serait naturellement tenue de payer à sa place. Cependant, connaissant son père, Ellie est sûre qu'il niera l'implication du royaume et dissimulera les preuves, donc il serait difficile d'obtenir une compensation de leur part. Ainsi, Lucas suggère qu'il devrait lancer une invasion de Sargé. Mais juste à ce moment-là, Eglé arrive en courant, leur disant que l'armée de Serge vient de hisser un drapeau blanc, et qu'il y a un chevalier nommé Robert avec eux. Ellie reconnaît Robert comme le chevalier de Fred, donc elle a le sentiment que quelque chose ne va pas et décide d'aller voir par elle-même.